toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième numéro du cycle Santé numérique et deuxième sous format virtuel, actualité oblige. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Magos et je voudrais avant toute chose le remercier de sa présence et remercier Hélène Coppens qui a eu l'idée et qui a organisé ce cycle Santé numérique. Alors, nous arrivons d'ailleurs aujourd'hui au bout du cycle tel que nous l'avions initialement prévu, mais nous allons réfléchir à des suites, c'est comme dans les bonnes séries télé, parce que le sujet intéresse, le sujet passionne et le sujet est d'actualité. La question de l'intelligence artificielle, mais aussi plus largement de la numérisation du travail mené dans le champ de la santé et du social. C'est une question qui est en pleine expansion, qui a été accélérée avec la crise actuelle et le Covid, à la fois sur le plan du télétravail, mais aussi sur le plan de la santé et l'importance de disposer de données à jour en matière de santé. Donc, il y a toute une série d'enjeux sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que Hélène en dira sans doute un mot et Vincent en parlera de manière beaucoup plus approfondie. Mais ce sont des questions qui doivent rester au travail dans nos équipes, dans nos institutions, de façon à pouvoir anticiper et se positionner, voir un peu s'il y a certaines évolutions que nous avons envie de soutenir et d'autres que nous préférerions freiner. Un grand merci aussi aux collègues de la Ligue pour l'organisation logistique de ce séminaire. Même si on a des outils qui sont de plus en plus performants, ça reste quand même complexe d'organiser les débats. Hélène vous expliquera également comment est-ce que les choses vont s'organiser concrètement pour cette séance ici. Voilà, je me tais et je cède la parole tout de suite à Hélène Coppens. Encore un grand merci à chacune et chacun de votre présence. Merci Yaya. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est OK? Voilà. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour introduire cette troisième séance. Je vais laisser la parole à Vincent Magos qui va pouvoir nous parler de bien des choses intéressantes. Je vais juste reprendre un petit peu quelques points qui me sont restés des autres séances. Et ce qui me venait en tête, c'était le terme vigilance. Donc, il me semble que l'objectif de ce séminaire et du travail qu'on va pouvoir faire ensuite, et surtout dans nos institutions, c'est la question d'être très vigilant sur les enjeux, puisqu'on voit bien que l'enjeu de l'intelligence artificielle et de la numérisation, c'est que ça soit au service du bien commun et non pas, comme c'est le cas pour le moment quand même encore, au service de l'économie. On voit bien que pour le moment, les données, ce n'est pas au service du plus grand nombre. Et donc, notre combat, ça va être ça. C'est de faire en sorte que tout ça puisse être dans l'intérêt général. Ça ne dépendra pas que de nous, puisqu'on a vu qu'il va falloir qu'il y ait des lois et des législations qui soient mises en place. Et sans doute qu'il y aura des combats à mener. Un dernier petit point qui m'est apparu aussi, qui me semble important par rapport à cette histoire de collecte de données, c'est d'avoir en tête que stocker des données, c'est un coût écologique. Et qu'il me semble que les enjeux de numérisation ne peuvent pas être dissociés des enjeux actuels liés à l'écologie et à aussi une vision plus large de comment le monde va pouvoir fonctionner en n'épuisant pas toutes nos ressources. Or, pour le moment, il semble que la course à la technologie ne tienne absolument pas compte des données, des grands enjeux climatiques. Et voilà, c'est une question qui me semble très importante aussi. Voilà, mais on va revenir à ce qui nous préoccupe et nous occupe, c'est aussi la question de ce qui se passe pour nous dans le cadre de nos pratiques et de nos métiers.
et de penser un petit peu particulièrement quels sont les impacts de l'intelligence artificielle, de l'évolution technologique pour l'avenir de nos métiers. Et donc voilà, on va écouter Monsieur Vincent Magos, que je remercie aussi de bien vouloir prendre du temps pour nous éclairer, pour réfléchir avec nous. Je vais vous le présenter avant de lui donner la parole. Donc Vincent Magos est psychanalyste, superviseur et psychodramatiste. Et donc il a créé, géré Yapaka, que vous connaissez probablement tous bien. Hein, on a tous eu ces petits livres qui nous enseignent et qui enseignent aussi le public à qui nous nous adressons. Et donc, il s'en est occupé pendant une dizaine d'années. Et je vous signale que Yapaka a publié Résister à l'algocratie de Vincent Magos et qu'il est disponible sur le site de yapaka.be. Je vous le recommande. On peut le commander ou alors moi je l'ai téléchargé en PDF. Voilà. Monsieur Magos, je vous passe la parole. Ah non, je dois dire encore une petite chose sur le déroulement, pardon, de cette vidéoconférence. Donc, on va écouter Monsieur Magos qui va nous parler. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais on les reprendra après l'exposé. Donc, pas pendant l'exposé de Monsieur Magos, et après l'exposé, ça sera un moment d'échange, ou si vous souhaitez, soit par écrit ou en prenant la parole, poser vos questions, les deux seront possibles. Voilà, merci. Je vous passe la parole, Monsieur Magos. Et il faut préciser que ça sera enregistré, donc si vous êtes censé ne pas être là, masquez votre visage. Bon, l'algocratie. On va commencer par la procédure. En fait, une procédure, on va prendre l'exemple d'une recette de cuisine. Faire la cuisine nécessite avant tout de comprendre l'eau et le feu, choisir les aliments, et on ne va pas les cuire de la même manière. Les carottes, par exemple, selon l'épaisseur de la semelle de la casserole, la fraîcheur des carottes, la taille du récipient et la manière dont le couvercle est hermétique ou non, le fait qu'on va le soulever toutes les 5 minutes, par exemple. On voit que si la recette a son utilité, sa réussite tient compte de l'environnement humain et non humain, de notre histoire, de la manière dont nous parvenons à nous en décaler, bref, de notre subjectivité et de notre expérience. Mais celui qui édicte la procédure, il voudrait qu'elle soit en général respectée point par point. Et on se rend pourtant compte que cette extrême précision n'est pas nécessaire chaque fois. Il y a par exemple une étude dans le milieu pharmaceutique qui mentionne que 30% de non-respect des procédures, c'est sans effet sur le produit fini. Avec les algorithmes, on va un cran plus loin. Antoinette Rouvroy parle de gouvernementalité algorithmique. Moi, j'ai préféré utiliser le terme d'algocratie parce que ça laisse mieux entendre, me semble-t-il, que le processus échappe à l'usager qui, de sujet, devient assujetti. Par exemple, la voiture autonome, qui va-t-elle choisir de blesser tel usager plutôt que tel autre? Ou les armes autonomes, les robots tueurs qui existent, bien que plus d'1 millier de personnes, personnalités scientifiques, aient signé un appel pour y mettre fin. En fait, ce n'est pas tant l'algorithme en lui-même qui pose problème que la manière dont il nous échappe. On pourrait dire que l'algorithme est devenu le cœur de la technique. Il recommande lecture, voyage, achat, assure le service clientèle, régule le carburateur de la voiture, fait fonctionner un robot et ouvre la porte au transhumanisme. Vincent, on a perdu. On ne vous entend plus. Ton micro est coupé. Et on m'a entendu jusqu'à présent? Non. Pas les 2 dernières phrases. Pas les 2 dernières phrases. On vous a entendu jusqu'au transhumanisme, si vous pouvez reprendre là. Ok. En 1964, Günther Sanders adresse une lettre au fils d'Eichmann. Il fait le lien entre la machine, la catastrophe nazie. La technique est devenue tellement gigantesque, imbriquée, auto-expansive,
qu'aucun humain n'a plus la possibilité d'en percevoir l'ensemble et qu'il va y perdre son humanité. Si on prend, vous vous souvenez, le pont de Gênes qui s'est écroulé, Jacques Ellul, déjà dans les années 60, prend l'exemple d'un barrage qui craque et pose la question, qui va être responsable? Les géologues qui ont étudié le terrain, les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, les ouvriers qui l'ont construit, les responsables politiques qui ont pris la décision, on ne sait pas, finalement, c'est plus personne. Et ce n'est pas étonnant qu'on revienne aujourd'hui aux lectures de Anders, Illich, Ellul, Castoriadis, etc., car ce qu'ils ont exprimé dans les années 60-80 recouvre une nouvelle actualité. Si le XXe siècle était marqué par Auschwitz et Hiroshima avec la prolifération nucléaire au niveau armement d'abord et civil ensuite, on se rend compte que c'est ce qui a été pensé à ce moment-là est tout à fait d'actualité. Si on reprend l'article de Castoriadis sur la technique, article qu'il écrit pour l'Encyclopédie universelle, il explique qu'une réflexion sur la technique ne peut pas être séparée d'une réflexion sur le travail et sur la création, parce que soit la technique va imiter la nature, soit elle effectue ce que la nature est dans l'impossibilité d'accomplir, et alors l'homme, par cette créativité, engendre un monde humain, mais qui très vite, via la technique, va devenir asservissement de la nature et d'autres hommes. La nature est donc domptable en fonction des besoins humains, et la technique au sein de laquelle se concentrent efficacité et rationalité est détournée des communs par la classe capitaliste. Et donc, Castoriadis reprend la grande thèse de Marx qui explique que l'état de la technique, à un moment donné, détermine l'organisation de la société, car il détermine les rapports de production, l'organisation de l'économie, l'ensemble des superstructures, etc. Et on voit alors comment découle la vitesse qui est indispensable dans un monde compétitif, l'obsolescence pour maximiser le profit, et progressivement la suppression de l'humain dans le processus de production, puisque s'il est bien un facteur source d'inconnu, c'est l'humain, avec toute sa subjectivité, son inconscient, etc. Donc, si on reprend le fil de cette pensée, on pourrait dire aujourd'hui que les algorithmes représentent l'extrême de la technique, sa dématérialisation, son cœur. Pour que les algorithmes fonctionnent, il faut les nourrir. Alors, ils sont nourris avec les traces que nous laissons, notre smartphone, nos achats en ligne, nos mails, notre carte de fidélité, notre banque, le GPS de la voiture, même certains vibromasseurs, l'aspirateur automatique si vous en avez un, etc. Mais il y a également des traces, d'autres traces qui ne sont pas celles que nous avons nous, mais des dispositifs extérieurs comme les caméras de surveillance par exemple. En fait, il y a aussi une augmentation de ces dispositifs, mais également l'augmentation de stratégies mises en œuvre pour nous maintenir, par exemple, sur un site. C'est tout ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Bref, la tendance générale va vers une reconnaissance de nos empreintes digitales, de notre visage, de notre voix, une traçabilité de nos mouvements, de nos choix, de nos décisions, de nos sentiments. Quand vous demandez à Google par la voix de trouver quelque chose, évidemment, il enregistre votre voix et il en garde la mémoire quelque part. Même chose si vous déverrouillez votre smartphone avec votre empreinte digitale. Donc, l'ensemble de ces données peut être récolté de manière large et, disent-ils, anonymisée, mais il faut savoir qu'une réidentification des personnes est possible. Donc, les algorithmes ont besoin de data et pour les obtenir, eh bien, une surveillance permanente est nécessaire. Ceux qui disent encore « je n'ai rien à cacher » devraient penser à qu'est-ce qui se passe si ils s'imaginent quelqu'un derrière leur dos qui lit la correspondance, entend la manière dont nous parlons à notre conjoint, à nos enfants, sait ce que nous pensons, ce que nous aimons,
nous voit aux toilettes ou si nous nous masturbons, etc. C'est pour ça que Dominique Queseda propose le terme de sous-veillance. Si surveiller, c'est veiller sur, la sous-veillance est beaucoup plus légère, discrète, immatérielle, omniprésente. Et elle désigne donc le côté plus insidieux, l'action de quelque chose qui se travaille par en dessous. Si le télescope ou le microscope, par exemple, augmente les capacités de notre vue, le sujet reste maître de ce qu'il perçoit. Mais aujourd'hui, toute lunette à capacité augmentée nous permet à nous de voir des éléments invisibles à l'œil nu, mais offre cette même possibilité aux fabricants de l'outil avec lequel on est connecté. Même chose pour les thermostats, les capteurs du cœur, les capteurs du sommeil, etc. Donc, bien sûr, ça a un effet sur l'intimité. Et on pourrait dire que la séparation entre vie publique et vie privée, qui est indissociable aux démocraties et qui est en écho avec notre distinction entre réalité objective et réalité psychique, entre conscient et inconscient, devient échangée. Quand l'enfant se différencie peu à peu de ses parents et construit sa vie psychique, par exemple grâce à un petit mensonge, il peut vérifier que les parents ne sont pas dans sa tête. Ici, c'est très différent. Si on peut prendre en compte que l'extimité est la part de notre intimité que nous souhaitons partager avec les autres, ici, cette part, on n'a plus vraiment la maîtrise. Parce que non seulement l'informatique, les algorithmes gardent en mémoire ce que nous mettons à disposition, mais des choses que nous ne savons pas nécessairement qu'on met à disposition. Par exemple, toute photo qui est prise avec un smartphone contient des données et toute une série d'éléments techniques. Quand on la confie à Facebook, non seulement il y a ces données, date, position GPS, etc., mais la reconnaissance de votre visage et de toutes les autres personnes qui sont enregistrées sur la photo et qui sont conservées. Et bien sûr, la durée dans le temps, quelque chose sur laquelle on n'a pas non plus de maîtrise. Donc la surveillance conserve tout et peut nous le resservir à tout moment. On a d'ailleurs tous entendu parler de celui qui se présentait à un travail et qui se voyait reprocher un comportement qu'il avait alors qu'il était étudiant. Et inutile de croire qu'un pseudo peut protéger, ce n'est pas du tout le cas. L'expérience qu'on a des régimes totalitaires à la surveillance généralisée est celle d'une autocensure, d'une mise à mal des liens sociaux. La préoccupation dans ces cas-là est de savoir ce que pensent les citoyens et donc d'intervenir avant toute action. C'est pour ça que Orwell, dans 1984, parle de la police de la pensée. Donc nous, on doit s'interroger quels sont les effets psychiques de la surveillance. Est-ce que ça va entraîner, est-ce que ça entraîne déjà des faux self, une perte de spontanéité, un renforcement de surmoi archaïque et tyrannique? Si on reprend un texte bien avant les algorithmes, un texte de Pierre Aulagnier, s'il est vrai, dit-elle, que dans le registre du jeu, la possibilité de fantasmer présuppose celle de garder secrètes ses pensées, la perte du droit au secret comporterait un an trop à refouler, un an moins à penser, deux éventualités qui risquent de rendre tout aussi impossible l'activité de pensée et par là même l'existence du jeu. Quant au rapport avec la psychose, ceux dont l'inconscient est à ciel ouvert, ceux qui pensent déjà qu'on leur vole leurs pensées, les effets de l'algorithme ne pourraient être que plus inquiétants encore. Si on s'interroge sur le rapport à la norme et à la déviance, la surveillance, on l'a vu, vise à prévoir et à prédire des comportements. Pas seulement faire des recommandations d'achat, mais dans d'autres domaines, par exemple l'accord d'un crédit à l'habitation, un revenu minimum, l'intervention de la police, les algorithmes
propose des solutions. Je ne vais pas revenir sur ce que tout le monde connaît concernant les caméras de surveillance en Chine et le crédit social, mais si on reprend le roman Minority Report de Philip K. Dick qui a été écrit en 1956, donc il y a un fameux temps, il met en scène dans ce roman les précogs qui peuvent prédire les crimes. Eh bien, c'est exactement ce que cherchent à faire les programmes tels PredPol aux États-Unis qui sont vendus à la police. En Belgique, ici mais aussi, il y a un projet de iPolice pour prévoir la criminalité. En 2018, au moment de son installation, le porte-parole du ministre de l'Intérieur dit « Mais qu'on se le dise, la liberté reste pour nous aussi une valeur supérieure. Nous ne permettrons jamais que les choses tournent à une surveillance à la Big Brother, mais la sécurité est aussi nécessaire pour être libre. » En fait, il faut bien se rendre compte que cette prévention crée une rupture quant à la causalité entre faute et punition, puisque l'idée est bien que la police intervienne avant l'acte délictueux. Nous passons donc de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité, et même la notion d'appel, qui est pourtant importante en justice, n'a plus vraiment de raison d'être. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, pas vraiment, parce que les algorithmes créent des modèles à partir des données qu'on leur fournit, et les données qui sont produites sont discriminantes, par exemple vis-à-vis des Noirs aux États-Unis, puisque ça reflète une surévaluation des policiers dans l'intégration des données. De même, l'algorithme va sous-évaluer les besoins là où les données manquent. Toute une série de chercheurs se sont penchés sur PredPol, ce fameux programme, et les résultats sont accablants. Il ne faut pas croire que ça soit si loin de nos travaux, parce que déjà, si on y pense, en 2006, en France, on se souviendra du mouvement Pas de zéro de conduite, qui s'est élevé parce que le gouvernement de l'époque avançait un projet de loi comprenant notamment le dépistage précoce et le carnet de comportement dès la maternelle, Le projet a été retiré suite à l'appel signé par plus de 200 000 professionnels. La capacité de juger est également en cause dans cette question. Parce que l'arbitraire et sans doute le doute s'avèrent possibles, d'où la tentation de vendre des logiciels. Aux États-Unis, le logiciel Compass a pour but d'aider le juge à décider d'une remise de liberté inconditionnelle. Déjà ici, en Europe, il y a des programmes qui scannent la jurisprudence, proposent des montants d'indemnité de licenciement en cas de retard d'avion, des pensions alimentaires, etc. Il y a toute une série de lobbying qui est en cours de route pour qu'avance ce qu'on appelle la legal tech, la numérisation, privatisation de la justice, procédures en ligne, jugements rédigés, voire rendus, etc. En Chine, en 2019, il y a eu la mise en place d'une juge virtuelle, le tribunal Internet de Pékin. Et cette juge virtuelle rend la justice. Comme on le voit, ah oui, ça c'est peut-être important à avoir à l'esprit, c'est Jean Lassalle, qui est philosophe, qui rappelle que la justice, c'est pas seulement appliquer la loi, mais c'est réussir à ce que par une opération très ritualisée et très complexe, on arrive à se mettre d'accord sur l'issue d'un certain litige, mais tout ça prend du temps. C'est pour ça qu'un procès c'est long et compliqué, avec des ritualisations collectives. Et si on oublie toute la dimension anthropologique du droit pour ne conserver que la dimension algorithmique, que le résultat, eh bien, ce réformaliste fait en sorte qu'on rate le but de ce qui est rendre justice. Comme on le voit, l'algocratie s'inscrit et intensifie un mouvement plus large de privatisation où des pans entiers relevant de l'État général,
autrefois gérés par les pouvoirs publics, se voient privatisés. Services postaux, écoles, maisons de repos, cantines, armées, police, prisons, etc. Fini un enseignement de qualité gratuit pour tous, on se dirige vers l'ère du premium. Pas encore en Belgique, mais c'est en train d'arriver tout doucement. Si on pense aux prisons, par exemple, ben, ça devient rentable d'avoir des prisons privées. Les actionnaires ont tout intérêt à calculer les taux d'occupation et dans les clauses d'occupation qui sont parfois prévues, il est prévu qu'il y ait des indemnités si la prison n'est pas suffisamment occupée. Ainsi, il y a par exemple des prisons en Hollande qui sont sous-louées à la Belgique ou à la Norvège. Le propos n'est pas de faire un exposé sur la privatisation, mais de voir que l'accélération s'effectue à cause des algorithmes. Cette accélération, elle se passe également au niveau du temps, par exemple le temps accordé à une consultation ou le temps accordé à une rencontre à un guichet. Tout le monde a entendu parler du trading algorithmique qui passe entre 70 et 90% des ordres de vente et d'achat dans les bourses. Donc il y a très très peu d'humains qui s'en occupent maintenant parce que ce trading algorithmique va 4 millions de fois plus vite que notre système nerveux. Il y a donc un glissement du public vers le privé. On va prendre un autre exemple. En 2012, Jamil Siminov invente un processus qui s'appelle Doorboot. On sonne à votre porte et où que vous soyez dans le monde, grâce à votre smartphone, vous voyez votre visiteur et vous pouvez lui parler. Ça marche moyennement bien jusqu'au moment où, en 2018, Amazon rachète le projet pour plus d'1 milliard de dollars, l'intitule Ring et fait appel au service de police pour promotionner les caméras de surveillance, donc il y a chez tous ses habitants, en échange de produits gratuits et d'un portail qui permet aux forces de l'ordre d'avoir accès au réseau. Donc d'une part, la police invite les habitants des quartiers à installer Ring pour pouvoir parler aux gens via leur smartphone, mais en même temps, ce service de police a accès à toutes les caméras d'un quartier donné. Au Zimbabwe, les autorités vont vendre les visages de leurs citoyens à une compagnie chinoise, CloudWalk, qui manque de données, et en échange, la firme chinoise va fournir gracieusement des équipements. Il y a également un effacement de l'interlocuteur. Ça nous est tous arrivé qu'à un préposé à qui on pose une question ou on fait une remarque, il répond « je n'y peux rien, c'est l'ordinateur, c'est la procédure, c'est le management ». Impossible donc de discuter et d'entrer en conflit. On pourrait, moi je fais l'hypothèse qu'il y a une augmentation de l'agressivité brute et non médiatisée qui est due à l'augmentation de la distance entre l'usager et celui à qui il s'adresse. Parce que vivre en démocratie, ça veut dire qu'il y a des désaccords, mais que les discussions sont médiatisées et que les dissensions font l'objet de délibérations. Comment faire si l'interlocuteur disparaît? Le tiers, lui, il a aussi sa fonction qui est altérée. On dira que la loi fait tiers, mais pour ce faire, elle doit être incarnée, portée par le pouvoir judiciaire. La position tierce tient le coup, pour autant que celui qui en exerce le contrôle, le pouvoir judiciaire, se différencie de celui qui l'édicte, le pouvoir législatif. Sinon, il y a collusion, et notre démocratie fonctionne selon cette séparation des pouvoirs qu'on connaît bien. Mais dans certains cas, on peut s'interroger sur la position de tiers dans laquelle est mis l'algorithme. Si on prend l'exemple du dispositif mis en place par l'Éducation nationale française, Parcoursup, qui est censé être impartial, qui permet aux étudiants de s'inscrire à l'université,
et qui a pour objectif de renforcer l'accompagnement, de garantir un accès plus juste, d'améliorer la réussite et de personnaliser le parcours. Ça, c'est le déclaratif. Mais en fait, de nombreuses critiques ont fait remarquer que les algorithmes ne font qu'exécuter des choix de ceux qui les ont écrits. Est-ce qu'on va arriver à un parcours universitaire, un parcours d'études plus juste, plus adéquat, ou à une réduction budgétaire? Je voudrais juste mentionner que dans certains cas, l'algorithme est en position de tiers qui, moi, me semble tout à fait intéressante. Par exemple, les blockchains qui sont des calculs dont le résultat contient en lui-même l'ensemble de ces opérations et de toutes les transactions précédentes, peut être très très intéressant, par exemple, pour tenir un registre cadastral dans un pays où il n'y a soit pas de registre, soit un registre qui est trafiqué. Ici, il devient intraficable. La question du tiers vient toucher la question de la neutralité de la science et de la technique. Castoriadis demande comment pourrait-on séparer les significations du monde posées par une société, son orientation, ses valeurs, de ce qui est pour elle le faire efficace. La technique, en fait, imprime l'orientation d'une société. Et pour revenir à l'algorithme de Parcoursup, une des scientifiques qui a travaillé sur le programme se voit poser la question par une journaliste: dans quelle mesure l'utilisation des algorithmes est détachée de toute forme de morale ou d'idéologie ou de fin poursuivie qui viendrait influencer la manière dont ces algorithmes sont utilisés? Réponse: disons que les questions que j'ai à résoudre en tant que scientifique n'ont pas en elles-mêmes de dimension morale. Étrange réponse. En fait, toutes les relations peuvent se voir transformées. On se souviendra que dans la série Black Mirror, par exemple, il y avait un épisode avec une société qui était régie par la cote personnelle. Chacun était doté d'une cote de 1 à 5 par son entourage, et les mieux notés ont accès aux meilleurs services. L'héroïne de l'épisode a absolument besoin d'élever sa cote pour occuper l'appartement de ses rêves, et afin d'y parvenir, elle réussit à être choisie comme demoiselle d'honneur au mariage d'une amie d'enfance qui, elle, a un score très élevé. Mais le trajet vers ce mariage est plein d'écueils au point que la cote de notre héroïne a tellement baissé que la mariée n'en veut plus, craignant de voir sa cote à elle baisser à son tour. Charlie Brooker, qui est créateur de la série, explique que tous ces épisodes tiennent compte de notre propre actualité. Et ce n'est pas seulement l'actualité des autorités chinoises qui organisent le crédit social de leur population, mais déjà en 2012, Facebook brevetait une méthode d'évaluation du crédit qui était capable, en fonction des amis et des relations qu'on avait sur Facebook, de déterminer si on pouvait avoir un crédit ou non. Il y a des voyageurs qui se sont vus refouler des États-Unis et leur visa annulé parce que le douanier constatait que la personne avait des amis qui avaient émis des commentaires anti-américains sur les réseaux sociaux. On peut donc malheureusement imaginer un avenir où les gens surveilleront l'évolution de la cote de crédit de leurs amis et où, si elle est en baisse, ils les laisseront tomber de peur d'être eux-mêmes affectés. Je pense qu'il y a un micro qui reste allumé quelque part. Au plan professionnel, la notation des restaurants et des hôtels et des services clientèle, on la connaît très bien. Mais en fait, les pouvoirs publics sont également tentés d'organiser des notations et ils ont la possibilité de faire des croisements possibles. Par exemple, au Danemark, il y a un service de points qui tente de détecter les enfants en situation de vulnérabilité. Des paramètres tels la maladie mentale, 3000 points, le chômage, 500 points,
l'absence d'un rendez-vous chez le médecin, 1000 points, ou chez le dentiste, 300 points, contribuent au score de chaque famille. En Belgique, vous avez entendu parler la semaine dernière de Frank Robben et de la SBL SMALS, qui d'une part rassemblent et croisent pour chaque citoyen les données santé, sociale, fiscale, justice, etc. Et en plus, envisagent des accords avec les partenaires privés. Il faut bien avoir à l'esprit que quand vous utilisez votre carte de fidélité Carrefour Colruyt, vous laissez des traces. Les gestionnaires publics se laissent donc contaminer et on voit progressivement une évaluation des enseignants, des infirmières, des assistants sociaux. Les psychothérapeutes qui commercialisent leurs services sur des sites internet ne doivent pas s'étonner que tôt ou tard, on prévoira une notation de leurs services, comme celle que l'on fait pour les chauffeurs Uber. L'inconscient, en fait, il s'échappe, il nous échappe, et bien sûr, il échappe au calculable. Et donc, c'est très embêtant pour l'algorithme, qui a besoin de quantifier. Et donc, il y a toute une série de pressions qui visent à orienter les pratiques professionnelles vers du mesurable, vers des comportements. On mesurera plus facilement les effets d'une thérapie cognitivo-comportementale ou d'un médicament au regard d'un symptôme. Surtout si le DSM nous permet de définir des syndromes de plus en plus précis liés à des comportements. Pour les tenants de l'evidence-based medicine, le symptôme est donc un dérèglement à corriger, alors que nous estimons qu'il est une tentative de résoudre un conflit intérieur. Donc pour l'algorithme, l'inconscient fait tâche. Et occulter le concept, c'est sans doute la meilleure manière de régler la question, et c'est quasi la voie prise début 2019 par l'Éducation nationale, qui a souhaité supprimer les notions d'inconscient et de travail, soit Freud et Marx, des programmes de philosophie en terminale. Si l'inconscient est évacué, le transfert l'est tout autant, et donc c'est extrêmement important que nous soyons attentifs à ça et que les psychistes, pour utiliser le terme de Pierre de Lion, nous tous soyons sensibilisés au transfert et formés à ce concept qui, moi, me semble indispensable. La diversité est également mise à mal, parce que la notion de sujet renvoie à celle d'unique et donc à celle de diversité. Or, l'un et l'autre posent problème à la logocratie, qui va toujours tenter de revenir à du prévisible. Parce que construit sur le passé, même si c'est en y ajoutant la seconde qui vient de s'écouler, l'algorithme ne peut donc produire que du passé. Or, l'évolution biologique est erreur, surprise et non copie. Sans erreur, sans diversité, sans création, on n'a que du même, que de la mort. George Orwell, dans son roman 1984, il y a un appendice, le principe du néo-parler. Le néo-parleur, dit-il, n'avait pour seul objectif que de fournir un idiome propre à exprimer la représentation du monde et les habitudes mentales. Il visait aussi à exclure tout autre mode de pensée, le néo-parler adopté une fois pour toutes et l'opsoparler tombé dans l'oubli. Toute pensée hérétique, c'est-à-dire déviant des principes, deviendrait littéralement impensable. Le vocabulaire était conçu pour permettre une formulation exacte, voire subtile, de toute idée qu'un membre du parti puisse vouloir émettre, à l'exclusion des autres, et ce, y compris par des voies détournées. Il fallait donc créer de nouveaux mots, mais aussi surtout éliminer les mots indésirables et dépouiller ceux qui restaient de leur sens hétérodoxe et d'ailleurs de tout sens second dans la mesure du possible. Moi, je pense que c'est très intéressant de relire en équipe, de temps en temps, cet appendice et de voir en quoi il y a un lien avec ce qui se passe
de nos jours. Il faut savoir, par exemple, que c'est une loi qui, en France, a déterminé qu'il fallait remplacer le mot vidéosurveillance par vidéoprotection. On connaît tous cette petite affichette « Souriez, vous êtes filmé ». En fait, dans l'écrit, de plus en plus, les algorithmes proposent une réponse. Ceux qui sont sur Gmail voient que, au moment des mails, il y a des propositions de réponse. Mais la modification qui me semble encore plus importante, c'est l'utilisation massive des émoticônes et la manière dont ils contribuent à l'appauvrissement des nuances au sein de la communication. Appauvrissement qui va de pair avec la modification au plan de la technique et de la temporalité. On a un passage de la lettre au mail, puis au chat, également de l'écrit à l'image et maintenant à l'oral, puisque de plus en plus, vous pouvez répondre à un SMS par un message vocal. On est tous amenés à apprendre le Basic English, qui fait seulement 850 mots. Et si on prend un autre exemple, les Ouïghours sont obligés, mais ont été amenés à passer au chinois et sont en train de perdre leur langue à cause des smartphones dont ils ont été rendus dépendants et qui leur rendaient toute une série de services au départ. C'est aussi une porte ouverte au transhumanisme si on comprend que chaque outil, du silex à l'ordinateur, c'est une prolongation du corps humain, tant que ces dispositifs sont à l'extérieur du corps, l'usager peut envisager de s'y soustraire. Mais le transhumanisme franchit une étape de plus, puisqu'il s'agit de modifier son corps et de l'augmenter. Certains dispositifs ne sont pas algorithmiques, par exemple une broche pour réduire une fracture, un stent coronarien, un anneau gastrique. Mais d'autres, un bracelet, un patch, un capteur transcutané, sont liés aux algorithmes. Mais l'étape suivante qui consiste dans l'intégration du dispositif, les pacemakers ou capsules à ingérer ou encore les puces greffées dans le cerveau, là, l'usager n'a plus la main sur le dispositif. Si l'espérance de vie progresse encore, en fait, on se rend compte que l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue, ce qui est excellent pour les marchés. Mais tous ces dispositifs augmentent la surveillance. Si on peut accepter le lien entre la capsule ingérée et le service hospitalier qui en assure le pilotage, c'est beaucoup plus compliqué de supporter celui qui relie votre montre électronique à la compagnie d'assurance qui va paramétrer le tarif de votre police à l'alimentation ou à la pratique sportive, etc. On peut faire l'interprétation que le délire qu'il y a autour des puces 5G intégrées au vaccin Covid vient parler de cette angoisse, mais hélas d'une manière inutile, sans combattre la réalité d'un dispositif. Le mauvais objet déplacé d'un plan réel à un plan imaginaire permet de maintenir une jouissance paranoïaque sans vraiment s'attaquer à un problème. Quels sont les effets pour les professionnels? Si on commence par l'institution, les mouvements de pédagogie et de psychothérapie institutionnelle ont montré qu'au-delà du professionnel et de la relation individuelle qu'ils pouvaient établir, c'est l'institution dans son ensemble qui est aidante, éducative, soignante. Ça veut dire que ça se marque aussi bien dans l'agencement des lieux, dans la manière dont le jardinier va ou non parler avec les usagers. Une salle d'attente ouverte avec une secrétaire accueillante n'a rien à voir avec un guichet équipé d'une vitre blindée et d'un lecteur de carte d'identité. Et l'adolescent en crise ne va pas parler à la femme de ménage du service si elle vient d'un service extérieur et est différente chaque semaine. De même, les normes d'hygiène poussées par le lobbying font en sorte qu'il devient de plus en plus difficile d'échapper au repas industriel. Pourtant, la présence de cuisiniers, la possibilité de visiter la cuisine change le rapport
à l'institution. Dans une maison de repos, par exemple, participer à la confection d'un repas a autant d'intérêt en termes de convivialité et d'ergothérapie que les activités qui sont organisées en sus. De même, le professionnel qui reçoit un usager, un patient, et qui est obligé d'encoder un certain nombre de données, va devoir modifier l'agencement de son bureau, modifier son regard, donc l'écoute également. Sans compter que le questionnaire lui-même va orienter l'écoute, on va le voir plus loin, et le logiciel se déconnecte après un certain temps d'inactivité. Donc on est obligé de rester branché. Les logiciels de vie scolaire, ça c'était déjà avant le confinement, sous couvert d'autonomiser les élèves, d'améliorer les relations avec les parents, d'aider les enseignants, coupe les relations humaines, déresponsabilise parents, éducateurs et élèves, et questionne les notions d'intimité et d'autonomie. Donc déjà avant le confinement, toute une série d'enseignants expliquaient que les logiciels de vie scolaire sont les caméras de vidéosurveillance de l'éducation nationale. En fait, on peut imaginer des liens, et ils sont construits, entre les logiciels de vie scolaire utilisés en primaire ou en secondaire, avec les logiciels style Parcoursup qui permettent d'organiser un parcours universitaire, et puis après, les services de recrutement. Je lis sur le site d'une haute école bruxelloise: avec le Career Center, vous disposez de l'accompagnement nécessaire pour trouver un job étudiant, un stage, participer aux événements professionnels, découvrir et rencontrer les entreprises, trouver un emploi et mettre toutes les chances de votre côté pour faire décoller votre future carrière. On l'a assez relevé, la pandémie dans laquelle on est accroît les inégalités. Et donc, comment à la fois maintenant faire face à une urgence bien réelle, mais en même temps, ne pas faire en sorte qu'elle serve de marchepied à des modifications profondes et destructrices. Il faut savoir que la privatisation de l'enseignement est un marché immense. Le World Economic Forum notait il y a un an qu'en 2025, ça atteindrait 350 milliards de dollars. La confidentialité est également, bien sûr, mise à mal. Que fera un employeur ou un assureur s'il sait qu'un tel a consulté, il y a 10 ans, quand il était adolescent, un service de santé mentale? En France, malgré les protestations, le Health Data Hub, guichet unique d'accès à l'ensemble des données, repose sur Microsoft Azure. On y retrouve les données de la médecine de ville, les pharmacies, le système hospitalier, les laboratoires de biologie médicale, le dossier médical partagé, la médecine du travail, les EHPAD, les données de programme de séquençage de l'ADN, etc. Il y a un mois, 500 000 données de patients se sont retrouvées dans la nature avec des informations telles grossesse, tumeur au cerveau, séropositif HIV, patiente sourde, etc. Aux États-Unis, via son projet Nightingale, Google récolte déjà les données de quantité de patients. Il en va de même pour IBM, Amazon ou Apple. Même en libéral, même dans son cabinet chez soi, on va se demander un jour, s'il ne faut pas demander à nos patients, de s'abstenir de venir avec leur smartphone, dont la géolocalisation est possible, même si elle est désactivée, et dont le micro peut être activé subrepticement à distance. Je pense qu'il y a eu un des cycles, un des exposés sur le Balérail, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste reprendre quelques éléments. Donc dans les années 80, suite à des mauvais traitements dans les maisons de repos aux États-Unis, le Congrès américain exige la mise en place d'un système d'évaluation. Ça donne naissance au RAI. Ce système s'étoffe et dépasse largement la problématique initiale pour devenir Inter-Array.
Il y a un nombre de plus en plus étendu de situations médicales, mais aussi de santé mentale ou sociale, qui font l'objet du programme. En fait, le professionnel est amené à encoder de très très nombreux items et à un certain moment, une alarme va peut-être s'allumer et dans ces cas, des solutions sont proposées aux professionnels, proposées sur base d'une revue de la littérature existante, suite à quoi, c'est déclaratif, le logiciel peut faire une estimation des coûts engendrés par le traitement. Le traitement, est-ce qu'il ne serait pas proposé à l'inverse en fonction des coûts? La littérature, on ne sait pas de quelle littérature il s'agit. Qu'est-ce qui va prédéterminer les services des professionnels disponibles? Je ne vais pas réexpliquer tout ce que Cédric Detienne a expliqué. Je crois que c'était le premier exposé. Mais en fait, à partir du moment où l'encodage relatif à un patient est profondément orienté, ce n'est pas étonnant que le traitement, qu'il y ait un traitement prédéterminé qui soit prescrit. Je vais prendre un autre exemple qui est celui du burn-out. La ministre de Blok, il y a 2 ans, s'attaque à la prise en charge du burn-out comme maladie liée au travail. Les travailleurs en burn-out ou menacés d'un burn-out pourront participer à un projet pilote leur offrant un trajet d'accompagnement sur mesure. Qu'est-ce que c'est ce trajet sur mesure? Une phase de dépistage, maximum 2 séances, 3 séances de starter kit, gestion du stress, hygiène de vie, récupération d'énergie, session de formation de type psycho-éducationnel, 7 séances en option selon les approches psychocorporelles ou cognitivo-émotionnelles. Pourquoi ces méthodes? Le projet se fonde sur un rapport du Conseil supérieur de la santé qui indique qu'au plan thérapeutique, il est difficile de donner des recommandations claires concernant les interventions à mettre en place. Seule la thérapie cognitivo-comportementale a suffisamment de preuves dans la littérature pour être recommandée dans les interventions. Les interventions comportementales, toujours le rapport, sont cependant aussi les plus étudiées. Ce résultat peut donc venir uniquement du fait qu'il y a peu d'autres techniques thérapeutiques qui ont été étudiées à ce jour. Donc on voit bien comment fonctionne la procédure. Les souffrances sont découpées en items, on va essayer de les mettre dans une grille d'évaluation, permettre de mesurer l'impact des interventions. Or, si on prend l'exemple du burn-out, les cliniciens savent que très souvent, les personnes atteintes de burn-out combinent un environnement professionnel totalement inadéquat avec des fragilités personnelles. Mais le plus étrange, c'est de lire dans ce rapport, nous devons mettre davantage l'accent sur la prévention, ça c'est la ministre qui dit, pardon, car prévenir c'est guérir. Il faut agir le plus rapidement possible avant que la maladie ne s'installe pour de bon, et ce, peu importe la cause. Prévenir ou soigner le burn-out doit en effet inclure un changement de modèle de société, déclare le CSS, plutôt que de reposer sur des solutions adaptatives ou sur la médication ou sur la psychologisation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vois que le temps avance. Et je vais une fois tous ces constats opérés, on peut rejoindre Shoshana Zuboff qui parle de capitalisme de surveillance, ce qui vise à prédire et modifier les comportements humains dans le but de générer des revenus. Elle explique qu'après le recours à l'esclavage, la production de masse, le capitalisme managérial, l'économie des services, le capitalisme financier, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une nouvelle phase du capitalisme, l'exploitation des prédictions comportementales issues de la surveillance des utilisateurs. Des systèmes sont conçus pour intervenir sur l'état actuel des choses et modifier réellement les comportements, les façonnant vers des résultats commerciaux souhaités. Il ne peut y avoir de sortie des processus qui ne sont intentionnellement conçus pour contourner la conscience individuelle
et produire l'ignorance, surtout quand ce sont les mêmes processus dont nous devons dépendre pour notre vie quotidienne efficace. Qui ne préfère pas le GPS à la carte routière? Ainsi, notre participation s'explique mieux en termes de nécessité, de dépendance, d'exclusion, des alternatives et d'ignorance forcée. Face à ce constat, c'était intéressant de reprendre la notion de pharmacone du regretté Bernard Stiegler, qui rappelle que le poison est également un médicament, mais qu'il y a un certain travail à faire pour le sécréter. Et donc, je vais essayer de donner quelques pistes d'antidote et de résistance. Le premier point, c'est, à mon sens, c'est le fait d'en parler, de parler de l'algocratie, comme on le fait aujourd'hui, d'en parler au sein des équipes, de discuter comment ça vient influencer très concrètement le travail des équipes. C'est ce qu'on pourrait appeler, Bernard Stiegler parle de déprolétariser, parce que l'ensemble des dispositifs rendus possibles par les algorithmes mène à une prolétarisation, c'est-à-dire que le sujet perd son savoir, lequel se voit externalisé dans des machines ou des logiciels. De la même manière qu'un artisan tisserand fut dépossédé d'un savoir-faire et ravalé au simple rang de force du travail, il en va de même aujourd'hui pour le psychologue qui est chargé de suivre une procédure. C'est ce que Bernard Stiegler parle d'une prolétarisation généralisée. D'où toute l'importance d'essayer de déprolétariser. Il y a un certain nombre de... On peut sentir dans l'air du temps qu'il y a un certain nombre de tendances qui essayent de déprolétariser. Tout le mouvement du CARE, par exemple, qui offre à la fois des pratiques mais aussi un modèle théorique, va dans ce sens. Mais il y a aussi toute une série de petites initiatives individuelles, mais qu'on pourrait se dire reliées indirectement les unes aux autres. Bon, il y a les lanceurs d'alerte, les mouvements qui, même s'ils sont maladroits, tâtonnants, tentent de construire des nouveaux savoirs ou de nouveaux espaces. Je pense au renouveau de la théorie des communs, l'écoféminisme, les modèles collaboratifs des logiciels libres, le cyberminimalisme, les ZAT, les lieux partagés, cafés, potagers, Fab Lab, les circuits courts, les nouvelles formes de militantisme, Nuit debout, Gilets jaunes, Extinction Rébellion, toutes ces mouvances qui viennent, qui partent, qui essayent, mais qui ne se limitent pas à protester, mais essayent en même temps de vivre autrement. Les élaborations autour du don, de la gratuité, le prix libre, etc. Damasio voit dans tous ces mouvements des espèces de points de rouille sur la plaque d'acier du capital. Point de résistance, se déconnecter. Il y a toute une série d'initiatives du type Digital Detox. Il faut savoir que les responsables de la Silicon Valley, la manière dont ils éduquent leurs enfants, ce n'est pas du tout la manière dont on peut l'imaginer. Ils ne veulent pas du tout que leurs enfants soient branchés tout le temps. Dans les écoles, à la Silicon Valley, c'est du papier, des stylos, des aiguilles à tricoter, de la boue, mais pas des écrans. Un ancien vice-président de Facebook estime que les médias sociaux déchirent le tissu social. Il déclare que ses enfants ne sont pas autorisés à utiliser cette merde, that shit, dans le texte. Un autre ancien directeur, plus récemment, fait la comparaison avec les stratégies addictives des sociétés de tabac. Alors moi, je pense que c'est illusoire de se déconnecter complètement, mais les professionnels peuvent s'interroger et provoquer le débat au moment où s'envisage l'introduction de nouveaux dispositifs. Caméras à l'entrée des établissements scolaires, les softwares de correction automatique des examens, les programmes d'accompagnement des usagers ou des patients, les imprimantes qui gardent la correspondance en mémoire.
Même les photocopieuses, il faut savoir que les photocopieuses ont un petit signe qui permet de retrouver à quelle photocopieuse appartient telle photocopie qui a été effectuée. Donc, dans un monde opaque, c'est très important, à mon sens, de se réapproprier la technique plutôt que de viser à une déconnexion ou une vie d'ermite. Mieux comprendre la technique, c'est à la fois une chose par rapport auquel il faut faire l'effort, à mon sens, par rapport en tant qu'adulte, savoir, par exemple, qu'au moment où vous acceptez, vous vous inscrivez sur Facebook avec votre smartphone, immédiatement, Facebook va sucer tout votre carnet d'adresses. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, Facebook va vous proposer tel ou tel ami, vous vous demandez pourquoi il me propose cet ami-là. Il vous le propose parce qu'il l'a trouvé dans votre carnet d'adresses. Pour les enfants, il y a des pays où on propose aux enfants, dès l'école primaire, d'apprendre à coder, en Estonie ou en Finlande. Parce qu'il faut bien se dire que coder permet de décoder. À Taïwan, qui dispose d'un ministre du numérique, l'effort est mis sur des jeux sans copyright que les élèves sont invités à modifier. Ils utilisent également des machines très simples, des petites machines comme Raspberry, qui permettent de mesurer la pollution atmosphérique, par exemple. L'autre manière de s'approprier cela, c'est de revendiquer la mise à disposition du code des programmes afin que les pouvoirs publics et les chercheurs puissent examiner ces codes. On parle beaucoup des smart cities qui sont censés aider le citoyen et la vie urbaine, mais on n'a pas nécessairement le code qui organise ces smart cities. Il y a pourtant des villes qui ont fait des efforts, San Francisco, Boston, Milton Keynes, ont fait des efforts pour que les big data récoltés, utilisés pour la gestion des villes, que ces codes soient libérés et soient disponibles. Moi, j'ai posé la question pour Bruxelles-Ville au cabinet Minguin, mais je n'ai jamais reçu qu'une très très vague réponse. Se réapproprier la technique rejoint les logiciels libres et toutes les initiatives pour dégoogliser Internet, pour disposer d'une boîte mail hors Gmail et compagnie, des smartphones respectant la vie privée, des systèmes open source, des navigateurs plus respectueux, des bloqueurs de pubs, des suppressions de cookies et de trackers, etc. On va dire, oui, mais ça, c'est très naïf, c'est minoritaire, personne ne fait ça, etc. En fait, il faut se dire que les résistances ont toujours été minoritaires. En 40-45, la résistance n'a pas dépassé 5% de la population. Un bémol, effectivement, les populations en 40-45 ou sous des dictatures ressentent l'oppression des gouvernements, ce qui n'est pas le cas ici, où la servitude est plutôt volontaire. La manière dont les psychistes peuvent poursuivre leur travail sous les régimes totalitaires reste cependant quelque chose d'important à garder à l'esprit. Une analyste argentine à qui je demandais « Comment est-ce que vous avez travaillé sous la dictature ?» me répondait « Si Mélanie Klein et Anna Freud ont pu travailler à Londres sous les bombardements, je dirais alors que les psychanalystes conservent la possibilité de travailler dans toutes sortes de circonstances, les possibilités de travailler, le lieu, la forme et les modalités peuvent changer en fonction des circonstances extérieures. » C'est d'ailleurs tout à fait ce qu'on est en train de vivre pour le moment et on voit à quel point le cadre est quelque chose d'interne et pas une superstructure. Il y a aussi les mouvements qu'on appelle le faire, les mouvements des makers, des Repair Café, un jardin partagé, un atelier de cuisine, une fanfare, une chorale, qui émerge et qui est ce qu'on dénomme aujourd'hui l'écologie de l'attention, qui se passe au travers à la médiatisation d'un objet ou d'une activité. Matthew Crawford a écrit un bouquin, il a attiré notre attention là-dessus il y a déjà quelques années avec son livre « L'éloge du carburateur ».
Il est diplômé en physique, il a un PhD en philosophie politique et devient très rapidement directeur exécutif d'un think tank. Il produit des notes, des synthèses, mais très rapidement, il estime que tout ça n'a aucun sens. Et après 5 mois, il donne sa démission et travaille comme mécanicien moto. Tout l'intérêt, explique-t-il, c'est de mettre les mains dans le cambouis, autant pour se réapproprier la technique, lier le travail intellectuel et le travail manuel, et nourrir des relations sociales et chaleureuses avec ses clients. Plus récemment, Arthur Lockman sort un bouquin, La vie solide, la charpente comme éthique du fer. Il narre sa spécialité, la charpente, qui, au-delà de son cursus universitaire de philosophie et droit, qui lui permet d'aller beaucoup plus loin, pense-t-il. En fait, on assiste à une très profonde remise en question de la séparation nature-culture, une remise en question d'une vision occidentale du vivant, de la même manière que l'on a pu penser que la Terre était au centre de l'univers, que l'homme blanc était supérieur. La séparation nature-culture a permis une exploitation, un pillage des ressources dont les conséquences en termes d'écologie s'avèrent désastreuses. On a vu précédemment en quoi les algorithmes réduisaient la diversité. Aujourd'hui, on assiste heureusement à la fois à une reformulation conceptuelle et à des mouvements concrets qui tentent de repenser le vivant dans son ensemble et même suggèrent une séparation humaine en humain nettement plus humble et ajustée que celle anthropocentrée, qui n'est d'ailleurs pas partagée par toutes les cultures. En effet, de nombreuses cultures sont le fruit d'une co-construction entre les populations humaines et les animaux, végétaux et esprits avec lesquels ils vivent des relations de personne à personne. Les travaux de Philippe Descola sont de plus en plus lus par le grand public. Pour les psychanalystes, il faut quand même rappeler que déjà dans les années 60, Searle sortait un bouquin, L'environnement non humain, dans lequel il montrait à quel point cet environnement non humain jouait un rôle dans notre construction psychique. Ces travaux, les travaux de Searle, sont redécouverts aujourd'hui avec des gens comme Luc Magnena. Cette remise en question de la séparation nature-culture, je pense que la pandémie nous amène également à le réenvisager avec une certaine acuité. Est-ce que le droit peut être une manière de résister à l'algocratie? On pourrait dire en théorie oui. Antoinette Rouvroy et Thomas Berne proposent 3 métadroits. Le droit à l'oubli, à la désobéissance, à la possibilité de se rendre compte. Le droit à l'oubli, ça correspond à la mémoire humaine qui est relativement aisé à comprendre. Il a été consacré par la Cour de justice européenne en 1984, c'est repris dans le RGPD, mais il faut savoir que si Google respecte cette réglementation, vous allez demander qu'on efface les données qui vous concernent, ça ne sera fait que sur google.be, mais elles resteront accessibles sur tous les autres Google. Donc c'est quand même très limité comme possibilité. Le droit à la désobéissance, c'est contester la norme. Pensez à l'ensemble des dispositifs policiers qui tentent à prévenir l'acte délictueux, qui aurait plus de délit, que le juge n'aurait plus à intervenir, montre à quel point ce droit à la désobéissance, il va falloir s'en préoccuper. Et le droit de comprendre, c'est dans la mesure où un savoir est produit par les algorithmes, il est opaque, donc il n'est plus possible d'expliquer, d'interpréter, de se rendre compte des décisions de l'algocratie, ni de rendre compte du bien fondé de nos choix. La résistance par le droit a certaines possibilités, mais qui sont quand même très très limitées. Si on pense par exemple à toutes les pages où vous avez le bouton qui vous propose d'accepter les cookies ou de les paramétrer, vous n'avez pas le bouton « Je refuse tout cookies ». Vous devez paramétrer votre navigateur pour qu'il enlève les cookies au moment où vous fermez la fenêtre.
Alors, il y a aussi l'obfuscation. Qu'est-ce que c'est l'obfuscation? En fait, plutôt que de se cacher, il s'agit de produire du bruit pour ne pas être repéré au milieu des données. Si on prend un vieil exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les avions alliés lâchaient parfois des milliers de petits papiers argentés et du coup, l'opérateur radar était incapable de diriger son canon antiaérien. De la même manière, il y a des programmes, par exemple l'extension TrackMeNote, qui lance des constants de recherche sur plusieurs sites quand vous êtes en train de naviguer, sans que vous en préoccupiez. Il lance des recherches, les plus fantaisistes les unes que les autres, et alors vous allez être repéré comme un amateur de golf, de Pamela Anderson, de cuisine indienne, de voyage en Islande, etc. Ad nauseam, un autre programme, vous évite à la fois de voir les pubs, mais en plus, clique sur chacune d'entre elles, laissant croire qu'elles vous intéressent. Contre la reconnaissance faciale, il y a des artistes ou des militants qui sont en train d'inventer aussi bien des masques. Il y a un artiste qui vend à prix coûtant des masques à son effigie à lui, ce qui veut dire que tout le monde dans une foule ressemblerait à Leonardo Selvaggio, et d'autres qui proposent des grimages, du maquillage qui vient empêcher d'être reconnu par les caméras de surveillance. Pour terminer, je dirais que notre boussole pourrait être de se rappeler que nous sommes très humains plutôt que transhumains. L'algocratie, en externalisant à l'extrême les fonctions humaines, ouvre au transhumanisme, muscles rénovés, cerveau connecté, etc. Est-ce que se prendre pour Dieu, ça a beaucoup de sens? Donc, comment résister? La résistance en groupe est sans doute la plus efficiente. L'exemple que je donnais de pas de zéro de conduite montre que quand une équipe, un groupement, un syndicat estime que l'algorithme entraîne une perte de sens du travail et s'y oppose ouvertement, il va provoquer un débat et il va repolitiser une question qui est masquée par l'algorithme. Par exemple, le Conseil supérieur de la santé dit par rapport au DSM-5, sur le plan organisationnel, nous conseillons de ne pas faire des catégories du DSM un élément central de l'aménagement des soins. Nous conseillons aussi de ne pas organiser la prévention des plaintes psychiques et la promotion de la vigilance de la santé mentale dans une perspective essentialisante et médicalisante. Donc moi, je pense que la résistance de groupe, elle est possible. La résistance individuelle, elle est plus compliquée. On peut prendre l'exemple de Edward Snowden, que tout le monde connaît. Je vais plutôt me référer à celle de René Carmi, parce que c'est la préhistoire de l'algocratie. Dans les années 40-42, René Carmi est responsable des services statistiques et de recensement en France. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va camoufler au sein des services des registres utiles à la résistance et il va éviter de répondre aux demandes permettant de recenser les Juifs. Malheureusement, Snowden est en exil en URSS et Carmi finira à Dachau. Et on n'a pas nécessairement l'étoffe ni l'envie de jouer les héros. Et donc, il nous reste, à mon sens, toujours l'éternelle option de résistance des petites gens, le brave soldat Schweik, qui est un héros d'un roman que je vous suggère, un roman du Tchèque Asek. Le brave soldat Schweik, il est enrôlé dans l'armée impériale allemande et il offre une illustration jusqu'à l'absurde de ce que les systémiciens dénomment l'intervention paradoxale. Plutôt que de s'exposer à la puissance militaire, il la vénère profondément et fait preuve d'un patriotisme flamboyant, ce qui va l'entraîner dans toute une série d'épisodes les plus foutraques les uns que les autres, mais il ne sera pas broyé par la guerre. Je pense que chacun peut prendre au pied de la lettre l'onctueux langage marketing qui accompagne l'algocratie et les représentants de commerce, parce qu'on vient tout le temps vous dire que ça va vous rendre le travail plus efficace et plus facile. Eh bien,
Allons-y, prenons le temps d'examiner, voyons ensemble la mission pédagogique dans laquelle on est, l'aide sociale que nous devons apporter, le soutien, les soins aux patients. Voyons calmement ensemble comment est-ce que les algorithmes vont nous aider ou non. C'est la suggestion du brave soldat Schweik que j'endosse. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Magos, pour ce passionnant exposé qui ouvre beaucoup de perspectives, voilà, certaines plus angoissantes que d'autres, mais en même temps, je pense que là, on a à s'affronter à quelque chose de ça pour pouvoir penser les choses et voir comment on va pouvoir avancer le plus sûrement ensemble. Voilà. Yaya, est-ce que tu avais envie de lancer le débat ou on regarde du côté des questions écrites? J'ai pas eu l'occasion de voir ces questions. Le chat. Je te laisse regarder, Yaya, et je peux peut-être moi poser une question. Oui, je t'en Comme prie, ça, vas-y. tu regardes et puis on peut petit à petit passer le relais et la conversation vers le public alors. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai été frappée par beaucoup de choses. Ce qui m'a frappée, je regarde ici, c'est la nécessité, si on ne veut pas arriver vers quelque chose qui va aller du côté d'une forme de nouvel esclavage, puisqu'on voit bien qu'on est de plus en plus dépossédé de nos savoirs généraux, mais qu'on va être dépossédé aussi de nos savoirs dans nos métiers. Si on ne peut pas résister à ça et accepter finalement d'être complètement dépendant tant dans nos vies privées que dans nos vies professionnelles, d'un algorithme dont on sait que la quantification, sa capacité d'efficacité de quantification n'en fait pas un élément objectif. Parce qu'au fond, la question était pour moi aussi qui a le pouvoir dans toutes ces histoires pour le moment et comment on peut non seulement se réapproprier le débat, mais aussi récupérer un petit peu de pouvoir dans ce qui est en train de se passer. Et donc, je me demandais si, en tant que quand même professionnel, psychanalyste, travailleur dans différentes institutions, on n'avait pas particulièrement de responsabilité et qu'on n'aurait pas avantage aussi à s'associer davantage avec la pensée de philosophes, de vraiment soutenir un débat très pluridisciplinaire pour pouvoir quand même aussi avoir une réflexion très large de ce qui est en train de se passer. Ce que vous dites bien, la technologie, l'évolution technologique définit l'orientation d'une société. Donc il faut prendre ça vraiment à bras le corps comme une révolution, comme la révolution industrielle par exemple. Voilà un petit peu les réflexions que je me faisais en vous écoutant. C'est pas vraiment une question, mais j'espère que ça vous inspire quelque chose. Mais moi, je pense que le travail en équipe offre une possibilité de penser ça ensemble. En équipe ou en séminaire, peu importe. Mais d'une part, mais d'autre part, que se réapproprier la technique est quelque chose de très fatigant parce qu'on n'a pas très envie de le faire. Mais en même temps, c'est en comprenant comment fonctionne un programme, en comprenant comment on peut, dans un smartphone, retirer, par exemple, des applications qui vous sont imposées et qui sont censées ne pas pouvoir être enlevées, mais les enlever quand même. Des petites choses comme ça permettent de comprendre la manière dont ça fonctionne. Il y a des filtres qui vous permettent de voir toutes les applications qui se branchent sur Facebook, Google, etc., etc. Vous ouvrez un jeu, vous ouvrez une application qui a l'air très simple et vous pouvez voir comment elle va traquer, elle va vous traquer. Bon, arriver à prendre conscience de ça et
l'empêcher, c'est pas très très compliqué, mais c'est déjà une manière de se réapproprier la technique. Oui, Voilà. donc au fond, on a accepté d'acquérir un nouveau savoir sur comment ça marche. Ce qu'on n'a pas forcément envie au départ, mais néanmoins, c'est poser un acte que de bien vouloir savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est la partie se réapproprier la technique et la partie le travail en équipe, parce que moi, je pense que le travail en équipe, de manière générale, il est quand même extrêmement stimulant parce qu'il contient déjà en lui de l'hétérogène. Et donc, déjà, en contenant d'hétérogène, il va à l'encontre de l'algorithme. Il va à l'encontre, enfin, pas de l'algorithme, disons, de l'algocratie, de la volonté de tout unifier. Je voulais en tout cas souligner aussi cette phrase que vous avez dite, à savoir qu'au fond, l'algorithme, qui pour beaucoup de gens est synonyme de futur, en fait, c'est un éternel rappelant du passé. Et il ne s'appuie que sur le passé. Et je trouve cette remarque profondément juste et quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Mais nous n'avons pas jusqu'à présent reçu de questions écrites, mais je vois que une spectatrice souhaite intervenir. Raphaël, je t'en prie, la parole est à toi. Oui, je trouvais que c'était vraiment intéressant que finalement, ce que vous dites, ça va un peu dans le sens de ce que c'est que la démarche psychanalytique, c'est-à-dire aller vers plus de conscience des mécanismes inconscients qui nous gouvernent, et que donc là, il s'agit finalement d'aller dans le même sens par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre société, c'est-à-dire plutôt que de vouloir que ça ne se passe pas ou que ça se passe autrement, c'est vraiment de se réapproprier et d'être plus conscient. Et du coup, j'avais une question un peu très concrète, c'est-à-dire vous avez cité une série d'applications qui peuvent permettre qu'il faudra enlever de ses smartphones ou de ce qu'on pourrait utiliser pour fausser les algorithmes, là, des applications qui cliquent sur toutes les publicités, etc. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça très concrètement? Comment est-ce qu'on peut se les partager, justement, tous ces bons petits trucs-là? Tu tapes sur Google et tu es repéré comme... Je pourrais peut-être donner 2-3 adresses. Ce qu'il y a, c'est que moi, je l'ai fait au fil des années, en construisant, avec des outils très simples, en construisant ma propre banque de données et mon propre système d'information. Pour prendre un autre exemple, il y a quelque chose qui s'appelle un flux RSS qui existe dans la plupart des sites. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, être tenu au courant des dernières informations qu'il y a sur le site de la RTBF, vous pouvez soit aller toutes les heures sur le site de la RTBF, ce qui va vous prendre un temps inutile, soit avoir un programme qui va aller chercher pour vous, chaque fois qu'il y a une nouvelle information, qui va vous le mettre dans une liste et vous lirez, si vous avez envie, le texte, rien qu'après avoir lu le titre. C'est juste pour vous donner un exemple. Pour éviter d'aller... Bon, moi, je dois avoir 200 sites que je surveille, mais ça me demande très, très peu de temps de repérer ce que j'ai envie de lire ou de ne pas lire. Et ça fait en sorte que je ne suis pas obligé de perdre du temps à aller sur des sites ou de perdre du temps ou de perdre de l'énergie à être traqué sur ces mêmes sites. Bon, alors, pour donner des outils, on peut donner deux, trois adresses. Je ne sais pas comment vous avez la Ligue à la liste des mails des personnes qui sont inscrites ici?
Oui. Oui, ok. Ben alors, on peut faire donner quelques adresses faire en sorte que vous n'ayez plus de pub quand vous allez voir n'importe quel site sur Internet. C'est très facile, hein. Ça, c'est fait en 2 minutes, hein, et vous n'avez plus aucune pub, c'est terminé. Et vos pages se chargent beaucoup plus vite. Vous lisez le soir ou n'importe quel site et vous n'avez pas une proposition pour 36 choses. Ça, c'est fait en 30 secondes. Bon, on fera un tout petit mail avec 2-3 adresses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, maintenant que vous avez eu le temps d'un petit peu réfléchir? Vous pouvez le faire dans le chat aussi, si c'est plus facile pour vous. Rien pour le moment? N'ayez pas peur, hein. Profitez-en. Hélène, Oui, oui, je peux peut-être dire un mot. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec Vincent ces questions dans un séminaire qui était dédié et je pense qu'il y a un élément important dans le fait que ça ait pris la forme d'un séminaire qui s'étalait dans le temps. C'est qu'en réalité, ce dont il est question, on doit en prendre connaissance progressivement. Pas uniquement pour des questions de compétences techniques, mais pour vraiment pouvoir assimiler ce dont il est question et qui dépasse largement la question technique, qui est vraiment une question qui nous engage, on devrait presque dire, au niveau anthropologique. C'est-à-dire que les hommes et les femmes que nous sommes, en utilisant ces outils numériques, ces outils techniques, se transforment. Et ce qui manque, c'est que la transformation, pour l'instant, elle est massivement dans un seul sens. C'est-à-dire, c'est nous, comme individus humains, qui sommes transformés et nous ne transformons plus les outils. Or, ce sont des outils. Mais pour prendre conscience de ça, il faut un temps, et je pense que c'est un temps long, qui nous permet de peu à peu mieux saisir ce dans quoi nous sommes en train progressivement de nous inscrire. Et par rapport à la question soulevée par Raphaël, où sont les outils, quelles sont les applications, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, c'est peut-être déjà une forme de questionnement qui montre à quel point on est déjà pris dans le système. Personnellement, ça m'a pris un certain temps avant qu'au bout de plusieurs mois, je fasse une bascule progressive d'une série d'outils qui font par exemple qu'aujourd'hui, dans mon privé, je suis beaucoup plus invisible que je ne l'étais avant. Et ça a été toute une démarche de m'invisibiliser. D'ailleurs, je pense de plus en plus qu'une des libertés aujourd'hui pour nous, c'est d'être invisible sur les réseaux sociaux. C'est cette capacité à être invisible. Mais c'est vraiment toute une démarche qui ne peut pas se résumer à l'utilisation de certains outils qui seraient de meilleure qualité que d'autres. Parce qu'en réalité, d'abord, vous n'êtes jamais sûr de ça. Mais en second, surtout, c'est la démarche qui est aussi importante que la mise en place de ces nouveaux outils techniques. moi, par rapport à cette possibilité de devenir invisible, il y a effectivement des possibilités dans notre vie privée. Mais je suis quand même très interpellée par le fait que, par exemple, concernant les données santé, on est de plus en plus dans un système où si on refuse, on n'est pas soigné. Alors je me demande un petit peu comment on va pouvoir faire justement par rapport à ce qui se passe pour le moment avec Franck Robben, etc., où on voit bien qu'ici on est dans un contexte où on est obligé de donner les données. Et ça peut se justifier, hein. Je ne dis pas qu'on doit refuser de donner toutes ces données, mais en tout cas, on a très peu prise et on n'a rien à dire sur ce qui va en être fait. Même au niveau de l'État belge, on voit bien là qu'il y a une utilisation sans demander l'avis des gens. Est-ce que c'est légal de faire ça? De toute une série de données
pour arriver à on ne sait pas quoi. Donc, il y a là quelque chose au niveau démocratique qui me semble quand même très, très, très embêtant parce que tout ça se fait toujours très, très vite. Donc, on est quand même aussi... enfin, M. Magos disait que tout s'accélère grâce aux algorithmes. Tout s'accélère, mais nous, on ne suit pas. C'est très difficile de suivre. Et donc, on est comme ça dans quelque chose qui, en même temps, est très peu transparent et où on arrive toujours derrière et après. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment on peut prendre ce problème-là. Mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est un exemple qui montre autant à quel point l'algorithme peut être intéressant et autant à quel point il peut être dangereux. On peut se dire que le fait d'avoir un dossier médical centralisé quelque part, ça a du sens. Si vous habitez Bruxelles, que vous avez un accident de voiture à Arlon, que l'hôpital qui va vous accueillir ait à disposition toutes vos données santé, ça va accélérer un certain nombre de choses et donc ça a du sens. On peut partir de cette hypothèse-là. Mais par contre, à partir du moment où ces données sont croisées avec d'autres données ou vendues à des compagnies d'assurance, par exemple, là, il y a un problème majeur qui se pose. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il y ait un contrôle démocratique sur la manière dont ces données sont engrangées, la manière dont elles sont utilisées, etc. Mais c'est très, très compliqué parce qu'à partir du moment où les choses sont sur Internet, elles peuvent être piratées, elles peuvent être réutilisées, et donc le contrôle, c'est pour ça que le contrôle du code est quelque chose de très très important. Même si vous ne savez pas contrôler le code, et c'est pas à la portée de tout le monde, le fait que le code soit contrôlable, soit ouvert, fait en sorte que déjà il y a une autodiscipline qui se fait du côté de l'entreprise ou de l'association qui crée le programme et qui va faire en sorte que si quelqu'un veut décoder, vérifier, il va pouvoir le faire. Mais voilà, je pense que c'est un très très bon exemple de montrer à quel point l'algorithme peut parfois avoir du sens, pour autant que l'humain en garde une maîtrise au moins théorique, que chaque citoyen puisse aller voir le code, ça n'a aucun sens, mais qu'un expert puisse le faire au nom de la démocratie, c'est indispensable. C'est pour ça que la privatisation ou le croisement des données, c'est un enjeu majeur. Est-ce que, je vais prendre un autre exemple dans lequel notre secteur et d'autres sont engagés sur la question des droits sociaux. C'est-à-dire que nous dénonçons depuis longtemps le fait que toute une série de gens doivent se battre avec des administrations devenues extrêmement bureaucratiques, lourdes et inertes, pour pouvoir avoir accès à des droits de base. Et donc, une des réponses que nous avançons, c'est l'automatisation des droits. Et quand j'écoute tout ça, je me dis, mais, et quand Hélène rappelle effectivement l'exemple de Franck Robben, je me dis, mais au fond, l'automatisation des droits, elle passe par le croisement des données, elle passe par le fait qu'un certain nombre de choses sont mises en relation les unes avec les autres pour permettre de détecter des situations qui devraient alors avoir telle ou telle réponse. Et c'est là où je me dis, mais est-ce qu'on fait bien de défendre l'automatisation des droits de cette manière-là? Est-ce qu'il y a d'autres manières, alors qui sont peut-être où l'humain est de nouveau présent, c'est-à-dire on repasse par un guichet, de temps en temps il faut taper du poing sur la table pour faire exister certaines choses, mais est-ce que, de quelle manière est-ce qu'on peut défendre certains sujets comme celui-là sans prendre le risque de nourrir la bête, comme on dit? Manu? Quand Vincent parle de la question du code, c'est aussi une question qu'Antoinette Rouvroy aborde, qui est abordée par beaucoup d'opérateurs autour de ces questions des intelligences artificielles.
Aujourd'hui, le problème des intelligences artificielles… Attends Manu, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu Monsieur Magos. Oui, c'est ce que Natacha? Il m'avait dit que ça pouvait arriver, mais qu'il revenait très rapidement. On va essayer de l'attendre. Alors, tu fais bien attention, Natacha, de refaire rentrer dans la salle? Mais la salle est ouverte. Hein, donc, ah, d'accord, ok, super. On va attendre 2 minutes qu'il puisse t'entendre, Manu. Il est là. Voilà. Il est de retour. Ouais. Voilà. Bienvenue, Monsieur Magos. Merci. Voilà, on vous attendait pour poursuivre. Vas-y, Manu. Je disais qu'il faut vraiment être attentif à distinguer les choses. Donc, par exemple, par rapport aux algorithmes, une manière de contrôler les algorithmes sans les rejeter, je veux dire, il y a des intelligences artificielles qui nous sont extrêmement utiles. Ce serait par exemple, de faire un travail autour de la propriété des algorithmes. Aujourd'hui, les algorithmes, la plupart, il y a une propriété intellectuelle dessus qui fait qu'on ne peut pas voir comment ils ont été fabriqués. Or, derrière un algorithme, il y a des opérateurs humains qui ont pensé, qui ont une certaine représentation du monde, et d'ailleurs, on voit bien les effets que ça a aux États-Unis, par exemple, dans la ségrégation, à la distribution des bourses pour l'université, des choses comme ça. On retrouve des choix qui sont en fait des choix qui ont été opérés par des humains et qui ont été automatisés par les machines. Donc, un des droits pour lesquels il y aurait lieu, je pense, de se battre, c'est celui de pouvoir aller regarder comment est fait cet algorithme, qui est une nécessaire transparence de l'algorithme. Ça existe dans certaines disciplines, il y a des algorithmes aujourd'hui qui sont des algorithmes transparents, vous pouvez aller voir comment ils ont été fabriqués. Alors, tout le monde n'a pas les compétences pour le faire, mais certains d'entre nous les ont et pourraient aller vérifier que ça respecte une série de choses qui nous importent. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est que faut faire attention, souvent nous nous cristallisons sur la question de la maîtrise de nos données autour du fait que ce sont nos données. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec le droit à une vie privée, le secret professionnel et des choses pareilles. Très souvent, quand vous faites remarquer ça, les opérateurs vous disent « mais en fait, moi j'en ai rien à faire de votre nom, je m'en fous de votre nom. Je n'ai rien à faire de votre nom. Moi, c'est pas… Et votre histoire, j'en ai rien à faire de votre histoire. » Et en fait, ce qui les intéresse, eux, c'est le double numérique qui est créé par toutes les données qu'on émet. En fait, ils n'en ont rien à faire, que ce soit Manu ou Hélène ou Yaha. Ils en ont rien. C'est pas ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait Hélène de sa journée, qu'est-ce qu'il fait Yaha de sa journée, qu'est-ce qu'il fait Manu de sa journée. Et ça crée des doubles numériques. Mais un double numérique, pour autant que ce n'est pas exactement nous, c'est quand même un peu de nous. Donc cette question-là aussi, on doit la penser. Et ça nous amène à nous interroger sur mais quelles traces j'accepte de laisser, à quel moment, pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes souvent de grands ignorants du nombre de traces que nous laissons derrière nous en dégainant notre téléphone, en pianotant 3 minutes sur Internet. Alors, ce n'est pas les traces nominatives, mais c'est des traces de nous qui créent quelque chose. Et ça aussi, il faudrait s'attarder là-dessus. Donc, c'est un travail, je pense, c'est une réflexion qui doit être menée avec des juristes, certainement, mais aussi avec une dimension tout à fait citoyenne qui est celle autour qui a déjà eu lieu, rappelez-vous, au tout début des voitures Google qui scannaient les rues pour Google Street. Il y a des gens qui se sont retournés vers les tribunaux en disant « mais attendez, moi j'apparais sur le truc parce que j'étais dans la rue ce jour-là, mais je ne veux pas apparaître sur les trucs, c'est quoi cette histoire ?» Et donc Google a dû rétropédaler, flouter les visages, se mettre à une certaine distance parce qu'à certains moments on pouvait quasiment voir dans l'intérieur des immeubles. Donc c'est ce type de démarche qui doit devenir… oui. Oui, le problème, c'est que ici, avec la pandémie, on voit qu'il y a des choses qui étaient refusées avant, parce qu'on parlait quand même de tout. Il y a quand même un aspect sécuritaire dans ce qui est mis en place au niveau des contrôles et ce que M. Magos parlait aussi du côté de la surveillance et de la surveillance. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a par exemple ces caméras pour compter les masques dans le métro de Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc, avant la pandémie, ils voulaient mettre des caméras avec reconnaissance faciale dans le métro de Paris. Ça a été recalé au niveau l'équivalent du Conseil d'État ici, je ne sais plus.
en France. Et puis, pendant la pandémie, ils ont réintroduit la caméra en disant « Oui, mais c'est pour compter les masques ». Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a aussi maintenant affaire à cette difficulté-là, c'est que on passe effectivement, sous couvert de protection, à de la surveillance généralisée. Et donc, il y a là aussi, quelque chose, c'est pas seulement les algorithmes, c'est toutes les installations et toute cette bienveillance masquée qui est mise en place tout autour de nous. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas un organe qui devrait être créé aux côtés de la haute autorité qui est maintenant de protection des données et qu'on sait bien qu'ils ne protègent pas du tout notre vie privée puisqu'ils ont changé de nom. Il faudrait qu'il y ait un organe indépendant d'experts qui effectivement analyse ce qui est fait de nos données. C'est quand même une monnaie d'échange. Hein. Au niveau financier, c'est colossal. Hein. Donc c'est un combat démocratique énorme à mener. C'est un combat colossal et en même temps avec des tentations énormes puisque certains proposent de rémunérer maintenant les gens sur base simplement de leur navigation sur Internet. Chaque clic que vous faites, ce sera un millième de centime, mais petit à petit. Mais il y a sans doute effectivement un partage à mener sur des petits outils. Je pense les exemples que Vincent, tu donnais tout à l'heure à partager et qui rappellent qu'on doit rester vigilant. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé une solution aujourd'hui qu'elle sera encore valable demain. Et comme pour le reste, on doit rester à la page et peut-être dans nos équipes faire appel aux compétences des uns et des autres, échanger, faire circuler les informations entre nous pour aussi jouer parfois avec le système. L'idée de saturer le serveur avec des clics qui en fait n'ont plus aucun sens parce qu'on clique sur tout et donc on perd l'utilité des publicités ciblées, etc. Je trouve que ce sont des petits trucs qui sont non seulement sympathiques, mais qui viennent un peu saper le système de l'intérieur et en même temps avoir un peu cette approche peut-être sur d'autres aspects aussi, de voir comment est-ce que dans certains cas il faut dire non de manière très claire et dans d'autres cas jouer avec le système pour le détourner de ses finalités premières. Mais c'est une question, est-ce qu'on peut aujourd'hui détourner le système de ses finalités premières au vu du poids, des enjeux et des machines auxquelles on est confronté? Mais quand on voit le rail et les risques qu'il entraîne, moi je pense qu'il y a moyen de l'examiner très attentivement, de commencer en interpellant ceux qui veulent l'implanter, un pouvoir organisateur qui veut implanter un programme de gestion des consultations, etc., etc., il faut pouvoir l'interpeller. Et ça, c'est la force des équipes et la créativité des équipes avant de saturer le système et puis de saturer si on pense qu'il est vraiment toxique. Je trouve que la question de l'application Covid est aussi un bon exemple de à quel point les choses sont compliquées parce qu'on peut se dire, j'avais fort étudié cette application avant qu'elle soit lancée et on peut se dire qu'elle est grosso modo inefficace, mais ça a un certain sens, l'idée de faire une application. Ça a un certain sens et en même temps, c'est vraiment ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est se dire qu'une solution technique va apparaître plutôt qu'une solution relationnelle.
au moment où j'étais déconnecté, il était question de l'automatisation Des droits? des droits. Mm. Moi, je continue à croire que le fait de s'adresser à quelqu'un et d'être accompagné par quelqu'un, ça a du sens. Et que ce qui est automatisé doit être réfléchi avant de s'engouffrer dedans. Oui, parce que l'automatisation, c'est comme une application, c'est toujours aller du côté de ce qui va être le plus simple, le plus rapide, le plus efficace. Mais ce n'est pas vrai au final. Il y a deux aspects dedans. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que à un certain moment, il n'est pas normal que les gens doivent encore et toujours réclamer ce qui normalement devrait être accordé à tout le monde Oui. sans discussion. Et ça Mhm. souligne encore une fois la complexité de ce à quoi on a affaire. Mhm. Oui, mais il faut que cette personne puisse être accompagnée par quelqu'un et pas soit obligée de se connecter sur Internet pour C'est avoir ça. la réponse. Et ce quelqu'un doit pouvoir, parce que moi je suis assez effrayé d'entendre quand j'ai parfois des gens en supervision des services sociaux où on passe d'un système où l'assistance sociale a son bureau fermé à des open space où les usagers ne peuvent plus exprimer en confidentialité ce qui les préoccupe. C'est, je veux dire, la question est à la fois de la technique de l'algorithme, mais aussi de ce que ça implique en termes de géographie, d'organisation Organisation. des lieux, d'organisation des hiérarchies, etc., etc. Oui, il ne faudrait pas que l'automatisation participe à une forme de laisser tomber générale, où les gens, parce que c'est automatique, reçoivent, mais ils n'ont plus accès à un assistant social, par exemple. Par exemple. Il y a quand même une tendance, on l'a senti extrêmement pendant le confinement, une tendance à laisser tomber générale des plus faibles et des plus fragiles. Et c'est dans le lien, c'est dans tout ce qui fait tissu social qu'il y aura le moins d'exclusion. Me semble, hein, moi, c'est plutôt l'idée que j'ai. Est-ce qu'il y a une réaction? Oui, Oui. Anne? Il y a aussi, enfin moi je suis assistante sociale et il y a aussi le fait que les assistants sociaux deviennent maintenant les alibis de tous ces services qui sont déshumanisés et donc c'est eux qui doivent combler les trous et qui sont un peu dépassés d'ailleurs par la chose parce que voilà, on fait une intervision, là, la Ligue, c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ce que certains doivent vivre. Et puis moi, en été, j'ai suivi une formation organisée par la banque BNP Paribas, qui organisait une formation gratuite pour les intervenants sociaux parce que dans certains quartiers, il n'y avait plus du tout de guichet. Donc pour aider les gens qui n'ont pas d'ordinateur, voilà, donc on forme les assistants sociaux. Tu veux dire qu'on les forme, Anne, à aider les gens à avoir accès à l'ordinateur. Et c'est vrai que dans les pratiques en SSM, mes collègues assistants sociaux disaient ça, de plus en plus se pose la question effectivement d'accompagner les personnes parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas accès à leur compte en banque, ils deviennent très dépendants D'ailleurs, il y a pas des écrivains publics, mais des informaticiens publics maintenant. Juste une réflexion également, c'était le lien sur la question du travail dans les équipes, c'est de pouvoir effectivement se réapproprier certaines choses qui sont en train, en plus d'évoluer, pour revenir parfois à la base, sachant que parfois le fait d'avoir nous-mêmes manqué de vigilance par rapport à certaines bases
peut ouvrir des voies à d'autres pour venir avec des projets. Par exemple, sur la question, effectivement, du dossier du patient et de qui a accès à ce dossier et qui est au courant du contenu de ce dossier, on sait que dans la pratique, dans bon nombre de nos services, la question du dossier du patient est souvent vécue comme un élément lié à certaines obligations décrétales et on remplit un papier, mais on le met de côté. Ça devient quelque chose qui est comme une boîte noire qu'on a tendance à négliger. Et puis, la question ressurgit quand il y a un autre intervenant qui vient demander, ou bien quand on est en train de réfléchir dans certains autres lieux à l'informatisation de ces dossiers et au partage automatisé de certaines informations, ou en tout cas à l'ouverture de la possibilité de partage informatisé. Et dans ces moments-là, effectivement, la question qui revient, c'est la défense du secret professionnel, de la déontologie, avec quand même des lacunes à la base, c'est-à-dire que a-t-on informé dans nos services, a-t-on pensé à quand et comment informer chaque patient qui rentre de ses droits en tant qu'usager vis-à-vis des données qui sont récoltées d'une manière ou d'une autre par nos services. Des informations qu'on oublie souvent de donner ou qu'on ne sait pas comment donner par rapport à certaines personnes parce que, au vu de leur situation de santé mentale, ça n'est pas simple. Et donc, c'est un appel aux équipes à se réapproprier ces questions-là, à les revivifier, à se dire, bah, tiens, effectivement, il y a toute une série de règles qui s'imposent aussi à nous. Comment est-ce qu'on les met à l'œuvre dans le respect de l'individualité du sujet qui se présente à nous, mais dans le respect aussi de ce qu'il est à même de faire, d'entendre, de réagir, et ce faisant, de remettre à niveau ou à jour et dans un débat collectif, collégial, toute une série de choses qui nous semblent tellement évidentes que parfois on en oublie les éléments fondamentaux, comme effectivement le secret professionnel, la présence d'un dossier ou de notes que l'on prend en cours d'entretien ou des choses comme ça. Moi, j'ai pris, si je suis arrivé à ce sujet, c'est en tant qu'analyste sur la question de l'intimité. Pour moi, l'intimité est l'indispensable air qui permet à chacun de respirer et de vivre. Et donc, c'est en voyant à quel point l'intimité pouvait être attaquée que je me suis emparé de ce sujet. Et depuis longtemps, je ne fais pas de dossier patient, mais bon, comme je travaille pas en institution, c'est beaucoup plus facile. Je pense que la question du dossier patient dans les institutions, il y a toute une série de choses à déplier. Qu'un pouvoir organisateur s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait avec son fric, il y a quelque chose de logique là-dedans et qu'il y ait un contrôle démocratique là-dessus, c'est normal. Maintenant, ce qui se trouve dans le dossier patient, là, ça me semble indispensable que ça soit pensé et discuté, et il faut avoir à l'esprit, enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, les dossiers patients relatifs aux avortements, ils étaient planqués. Hein. Combien de centres de planning familiaux planquaient leurs dossiers enfin, je veux dire, moi, j'ai encore connu ce moment-là où les médecins planquaient leurs dossiers dans des endroits tenus secrets. On peut très bien imaginer des choses similaires si on estime que c'est indispensable de le faire. De manière générale, moi je pense que les gens qui travaillent en individuel, enfin en privé, disons, ne doivent pas faire de dossiers informatisés, ni prendre de notes sur leurs ordinateurs. Ce n'est pas une bonne idée. Les cahiers, c'est très suffisant si on estime avoir besoin de garder la mémoire de ce qui a pu se dire. J'appuie fortement ce que vous dites. Et je pense qu'on doit aussi être attentif, j'en profite pour le dire, et je me le dis
à moi-même en premier, la manière dont on utilise aussi les mails pour communiquer à propos des patients. Soyons très, très, très vigilants et on est les premiers à pouvoir être les garants aussi d'une intimité véritable. Voilà. Par rapport à ça, ça pourrait être une question institutionnelle, mais il existe des mails qui permettent de faire des échanges complètement cryptés, tout à fait partagés. Et je viens de découvrir, parce que je me penche sur la question méridien, qu'en plus de ça, ils ont une intervention qui font qu'ils ne sont même pas excessivement chers. Donc, je suis intéressée par ça, parce qu'il y a quand même, par facilité, parfois des informations ou même des documents qu'on pourrait se passer, mais pour le moment, ce n'est pas possible, justement. Donc, s'il y a des trucs sécurisés, je suis intéressée oui, de savoir. Il y a des solutions qui existent. Ouais. Ouais. Okay. Et de la même manière, les institutions qui utilisent des dossiers, des documents électroniques peuvent se dire qu'une manière de protéger aussi ces documents, c'est de ne pas les mettre sur le cloud, mais d'utiliser un serveur interne, un intranet. Mais oui, c'est très important, hein, toutes ces choses-là. Bon, il est l'heure. Yaya, je vais d'abord en tout cas remercier Monsieur Magos pour son intervention, pour la discussion. Je pense qu'on n'en a absolument pas fini parce qu'on commence à peine à comprendre comment ça marche, mais aussi les enjeux, et on doit vraiment faire cet effort de vigilance, de ne pas fermer les yeux, d'essayer de comprendre et de ne pas diaboliser non plus, parce qu'effectivement, la technologie peut être aussi à notre service, mais les enjeux politiques et économiques sont colossaux, évidemment. Donc, à chacun faire son travail là où il peut. Yaya ? Oui, merci. Et je vois qu'il y a maintenant une autre question qui se glisse, et donc il faudra qu'on les aborde une prochaine fois. Grand merci pour cet échange très riche. Donc, je rappelle que la session ayant été enregistrée, elle sera mise en ligne sur le site de la Ligue avec la précédente. L'objectif étant de permettre à celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y assister de le faire, mais aussi, pourquoi pas, de réécouter, parce que ça a été un exposé de la part de Vincent très, très riche, très, très fourni et très documenté, et donc qui peut servir de base de discussion. Nous l'avions déjà rappelé au début, il y a un livret dans la collection Yapaka sur l'algocratie de Vincent Magos. Un tout grand merci. Profitez, si possible, du soleil qui nous attend dehors. Détachons-nous de nos écrans de temps en temps. Et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.